Bonjour. Bonjour. Bonjour, Marc-André. Bonjour. Marc-André Jean. En français. Bonjour, moi c'est Mélanie Tremblay, je suis qualificateur financier à l'Institut québécois de planification financière. Bonjour, moi c'est Janine Provencher, fiscaliste chez Richter à Montréal, associée chez Olivier. Bonjour, Étienne Dufour, fiscaliste chez Mallette à Trois-Rivières. Bonjour, Réginald Perrouet, je suis conseiller en fiscalité chez Raymond Chabot Grant Thornton à Montréal. Bonjour, Sébastien Durand, fiscaliste à Raymond Chabot Grant Thornton à Montréal. Merci. Est-ce qu'on pourrait simplement voir les cartes de mademoiselle à l'arrière? Merci beaucoup. Chers invités, M. Légaré, bonjour. Tout d'abord, merci beaucoup d'être présent à cette rencontre un peu tardive, juste avant l'heure du souper. Mais ne vous inquiétez pas, avec les solutions qu'on va vous proposer, vous ne resterez certainement pas sur votre appétit. Laissez-moi tout d'abord vous présenter les membres de mon équipe. À ma gauche, à l'ordinateur, M. Marc-André Marchand. Également à ma gauche, Stéphanie Ouellette-Lévesque. En prenant connaissance un peu lorsqu'on a discuté avec vous, M. Légaré, il y a eu un mot d'ordre qu'on a réussi à dégager de cette rencontre-là, puis vous nous l'avez mentionné. Vous voulez réduire au maximum l'impact fiscal, autant au niveau de votre société que, si possible, avec votre niveau personnel. Donc, c'est vraiment là-dessus qu'on s'est focalisé pour pouvoir arriver ici à la rencontre bien préparée pour vous apporter les meilleures solutions, bien sûr. Comment que cette rencontre-ci va se dérouler? C'est facile. Tout d'abord, on va prendre un peu de recul afin de voir la situation actuelle de votre société. Par la suite, avec nos 4 enjeux principaux, on va pouvoir vous expliquer en détail les solutions. Et finalement, on sera disponible pour répondre à vos questions s'il y a eu. Au niveau de la situation actuelle, qu'est-ce qu'on a ressorti, puis qu'est-ce qu'on a trouvé important de vous mentionner? C'est les valeurs. Votre entreprise, ça fait maintenant 2 générations, et peut-être même une 3e avec Charlotte. Donc, ces valeurs-là sont importantes, ils font vraiment le succès de votre entreprise, de votre compagnie, excusez-moi. La qualité, l'esprit d'équipe, le service et l'implication. Donc, toutes nos stratégies tiennent vraiment compte de cette affaire-là. Et tout notre plan d'action, comme vous allez pouvoir le voir, va vraiment être au cœur. Il va vraiment avoir comme base ces valeurs-là. Maintenant, au niveau du sommaire, au niveau du volet corporatif, qu'est-ce qu'on va toucher? On va toucher tout d'abord les ajustements sur votre revenu imposable pour 2013, au 30 juin. Par la suite, le crédit pour recherche et développement. Et au niveau de votre employé Jean Brodeur, vous aviez des questionnements au niveau de son salaire et de sa voiture. Nous allons y répondre également avec mon collègue Marc-André Marchand. Voici actuellement votre revenu imposable, 228 947. Un chiffre ici d'ajustement préliminaire d'environ moins de 2 000 qui nous fait un redressé de 227 112 Pourquoi je dis préliminaire? Puisque vous allez vous rendre compte qu'on a encore quelques petits questionnements pour vous qui vont pouvoir nous permettre de finir notre travail par rapport à ce revenu imposable-là. Cependant, voyons certains de ces ajustements-là que nous avons pu quantifier et d'autres que nous pourrons seulement discuter avec vous. Tout d'abord, au niveau des frais de représentation, présentement, il y a quelques erreurs. Les repas qui sont déduits ici à 50 donc 413 $ qui ont été ajustés, excusez-moi, entre le comptable et le fiscal. Et on va travailler également au niveau du souper, c'est de Noël, qui est présentement en réduction de 2 250 $. Au niveau de la réglementation puis de la loi, les repas qui sont en dehors de la région, ils sont déductibles. Cependant, comme vous nous l'avez mentionné, c'était les repas en fonction des dîners que vous preniez au bureau. Donc malheureusement, ils vont être non déductibles. Donc, il va falloir les ajouter au revenu imposable. Par la suite, au niveau du souper, c'est de Noël. La loi est plus clémente. On peut, une fois par année, pour les employés, justement, offrir ce souper-là à un montant qui est raisonnable. Et bien sûr, ici, à 4 050 $, il n'y aurait aucune problématique par rapport à ça. Donc, l'impact, le retrait de la partie que vous n'aviez pas inclus, donc vous avez conservé,
Donc, on vient retirer 2250 $. Donc, voici le 1800 que vous avez sur la diapositive précédente. Les autres ajustements qu'on ne peut pas quantifier. Au niveau de la subvention, on va parler seulement ici en cas de non-respect des clauses, puisqu'il était mentionné que si l'entreprise ne demeurait pas dans la région, la subvention devra être remboursée. Donc, présentement, le traitement que vous avez fait, c'est que qui a été effectué, excusez-moi, c'est que le 104 000 $ a été réduit du coût en capital, ce qui est parfait. Cependant, il faut penser au fait, si l'entreprise vient qu'à déménager, on vous le mentionne. Cependant, on n'a aucune inquiétude que l'entreprise pourra certainement demeurer dans la région, ici, en Mauricie. Si vient au remboursement, il va falloir s'imposer ou rembourser ce qu'on a pu économiser sur le montant qui a été amorti pour l'amortissement de ce 104 000 $. Lorsqu'on a réduit le coût en capital, il va falloir le retourner. Au niveau de l'assurance relative à la construction, malheureusement, on ne pourra pas prendre cette assurance-là lorsque vous avez construit cette année. Donc, il va falloir l'ajouter, cependant, le montant était inconnu. Au niveau du bâtiment, on a quelques questions, puisqu'on n'avait aucun ces détails sur le calcul de l'amortissement fiscal. Vous nous avez ces données qu'au niveau c'est comptable. Le bâtiment était sur 40 ans et les équipements et les autres étaient sur 10 ans. Cependant, au niveau fiscal, il faut retravailler ce calcul-là afin de bien déterminer le montant qu'il va falloir retirer lors du calcul du revenu imposable, bien sûr. Et au niveau de la possibilité du majoration, puisque vous dites, vous effectuez beaucoup de transformations et de production, donc peut-être qu'il y aurait une éligibilité ou une possibilité justement de majorer la catégorie fiscale d'un montant soit de 2, 4 ou même jusqu'à peut-être 6 % si jamais on respecte les critères de fabrication et transformation pour nos immobilisations. Merci beaucoup. Au niveau du crédit de recherche et développement, vous avez mentionné que pour vous, les nouveaux produits, c'est vraiment essentiel. Pour rester sur le marché, vous avez besoin justement de créer ces nouveaux produits-là. Ici, la société, elle engage présentement des dépenses qui pourraient être éligibles à ce crédit-là. Qu'est-ce que la réglementation et la loi viennent nous dire? C'est que les dépenses sont relatives à la recherche pure, à la recherche de nouveaux produits, par exemple, se qualifient à ce crédit-là, et c'est ce que vous faites avec ces nouveaux produits-là que vous créez à chaque année. L'impact que ça ferait, c'est un crédit qui peut aller jusqu'à 35 % du montant des dépenses, autant au niveau de la main-d'œuvre, autant au niveau des équipements et les autres dépenses qui sont connexes. C'est ça qu'on pourra être réclamé. Cependant, ça, on pourra le revoir avec vous lorsqu'on aura un peu plus de détails par rapport à ça. Je vais laisser mon collègue avec M. Brodeur. Merci. Maintenant, on va parler de la situation de Jean Brodeur, qui est un employé clé dans votre entreprise, en fait, qui joue un rôle clé, notamment sur tout ce qui est développement en ce moment. Donc, un seul rappel, c'est ça. Son salaire présentement est de 135 000 $, et puis il y a des intérêts pour accéder à l'actionnariat, notamment avec votre fille Charlotte. Vous désirez en particulier augmenter son salaire, et vous nous avez demandé comment faire pour augmenter son salaire. Et non pas seulement par un salaire, mais bien par d'autres solutions, si on en avait. Eh bien oui, on a certaines solutions. En premier lieu, le boni, qui pourrait être une solution qui est très envisageable. Pourquoi? Parce que pour la société, c'est possible de déclarer le boni et puis seulement de le payer dans l'année suivante. Donc ça, c'est envisageable pour la société. C'est vraiment important. Autre possibilité qu'on a, c'est la participation au capital action. Donc, comme on le verra plus tard, comment est-ce qu'on pourrait intégrer Jean Brodeur, puisque c'était également ce que vous vouliez faire, intégrer Jean Brodeur dans l'actionnariat. Donc, ça peut être possible. Et puis, effectivement, pouvoir verser des dividendes dans les prochaines années. Également, un avantage imposable. Certains avantages imposables peuvent être ajoutés au salaire de Jean, notamment pour fournir une auto, par exemple. Donc, ça pourrait augmenter son salaire et donc ses avantages dans l'entreprise. La voiture de Jean Brodeur. On vient d'en parler, la voiture de Jean Brodeur, c'est quelque chose qui donc vous avez des questionnements par rapport à ça. Pourquoi? Parce que Jean Brodeur est intéressé à avoir une voiture et vous êtes également intéressé à lui fournir une voiture. Quelles sont les deux possibilités que vous avez retenues? En fait, vous nous demandez vos conseils par rapport à ces deux possibilités-là. La première possibilité, c'est l'allocation de 900 $ que vous versez à Jean Brodeur. Et la deuxième possibilité, c'est la location directe du véhicule par l'entreprise. Donc, vous possédez en tant qu'entreprise le véhicule et puis Jean Brodeur en tire l'utilisation. On va analyser les deux possibilités. Donc, premièrement, l'allocation de 900 $. Donc, vous versez une allocation de 900 $ par mois à Jean Brodeur.
Les impacts sur la société, il faut en premier se questionner sur la raisonnabilité de l'allocation. Comment est-ce qu'on fait pour se questionner sur la raisonnabilité de l'allocation? En premier lieu, 55 sous pour les 5000 premiers kilomètres et par la suite 47 sous pour les 10 000 suivants, donc pour un total de 15 000 kilomètres d'affaires pour M. Jean Brodeur, donc un total de 7 400 $. On voit maintenant que c'est ça, l'allocation n'est pas raisonnable puisque le 7 400 $ est inférieur aux 10 800 $ annuels d'allocation que vous versez en tant qu'entreprise. Donc, la différence entre les deux montants ne sera probablement pas déductible pour vous en tant qu'entreprise, si évidemment l'Agence de revenus du Canada revient avec un avis de cotisation, par exemple. Donc ça, c'était les impacts pour la société. Les impacts pour Jean, c'est un avantage imposable de 3 800 $. Le calcul derrière ce 3 800 $-là, c'est évidemment l'allocation de 10 800 $ annuels qui est majoré en fait du salaire de M. Jean. Et par la suite, on vient déduire certaines dépenses que l'on va évidemment prendre le prorata du kilométrage d'affaires versus le kilométrage personnel. Donc, ce qui fait des déductions pour arriver à un avantage imposable de 3 800 $ pour Jean. Maintenant, si on regarde la deuxième possibilité qui est l'achat du véhicule par la société, l'impact pour la société, c'est une dépense de 11 548 $ qui provient en fait là, de l'allocation de l'automobile qui est une Audi A4. Donc à ce moment-là, ça c'est la dépense qui peut être prise en totalité par la société. L'impact pour Jean, c'est un avantage imposable pour le fonctionnement, parce qu'il faut bien comprendre que pour le particulier, pour Jean, ça va être un avantage qui va être en premier lieu lié au fonctionnement et secondo, en fait, l'avantage imposable lié à l'utilisation et donc à la disponibilité du véhicule pendant l'année. Donc, par rapport au fonctionnement, l'avantage est de 11 548 $, qui est de A moins B. En fait, si Jean avait fait des versements à la compagnie, il serait venu réduire ce montant de 11 548 $, mais ce n'est pas le cas. Donc, 11 548 $ pour le fonctionnement. Et puis, pour l'utilisation du véhicule, nous, on considère que Jean va avoir la disponibilité du véhicule 365 jours par année. Donc, le calcul est un petit peu plus complexe. On pourra vous le définir plus tard, là, vers la fin de la présentation, s'il nous reste le temps, mais l'avantage imposable est de 2 859 $. En fait, ce qu'on vous recommande, puisque c'est bien important qu'on se rappelle que l'on travaille pour vous, donc pour vous en tant que société et pour vous en tant qu'actionnaire de cette société-là, c'est plus important que vous ayez la dépense en totalité. Et donc, l'option numéro 1, on va devoir la rejeter puisque vous avez la dépense en totalité avec l'achat du véhicule, bien que le montant d'avantage imposable est plus élevé pour Jean, étant donné qu'on travaille pour vous, on vous recommande la meilleure situation pour vous, donc l'achat du véhicule par la société. Si on regarde votre volet personnel, en fait, vous nous avez posé certaines questions, on a fait une revue de tout ça. Comment ça va fonctionner? On va vous parler en premier de l'immeuble locatif que vous détenez avec votre femme. Par la suite, les actions accordées aux enfants et finalement, une planification financière personnelle. Pour ce qui est de l'immeuble locatif, cet immeuble, il faut bien comprendre qu'il est acheté en totalité par vous. Et donc, votre femme, Marie, n'a pas versé aucun montant sur cet immeuble locatif. Bien que sur l'acte notarié lui appartienne ou quoi que ce soit, le montant qui est déboursé est vraiment par vous. Donc, par vous, Robert. La réglementation par rapport à ça, il y a certaines règles d'attribution qui vont s'appliquer puisque vous financez l'achat en totalité. Les impacts que ça va avoir en fait sur vous et sur votre femme Marie, eh bien, c'est que les revenus de biens qui ont été versés à Marie, donc les revenus locatifs qui lui sont versés, vont être imposés dans vos mains à vous, Robert. Donc, bien qu'elle reçoive les montants et puis que la moitié de l'immeuble lui appartienne, étant donné qu'il a été financé à 100% par vous, à ce moment-là, vous allez devoir vous imposer sur les revenus locatifs de Marie. Et donc, aucun fractionnement possible. En fait, c'est ça qu'il faut retenir par rapport à ça. L'immeuble locatif, donc, il y a également, il y a cette première partie-là, donc les règles d'attribution qui s'appliquent, c'est important de s'en rappeler, mais également, l'immeuble locatif, il y a certains ajustements qu'on doit faire. Le revenu fiscal actuel que vous avez présenté était de 7 125 $. Les ajustements, eh bien, il faut le faire au niveau des fenêtres. Les fenêtres, c'est une dépense que vous avez prise, mais c'est une dépense en capital, donc on ne peut pas réduire, en fait, le montant fiscal
à déclarer pour le revenu locatif. Donc, c'est une dépense qui est capitalisable. On va venir augmenter le coût en capital de l'immeuble avec ce montant-là. Les frais de déplacement ne seront pas déductibles puisque c'est des frais de déplacement pour vous rendre en fait au revenu à l'immeuble locatif. Donc, ils sont considérés comme pour se rendre au lieu de travail. Alors, à ce moment-là, ce n'est pas déductible. Et puis, la DPA, la déduction pour amortissement, on est obligé de retirer la déduction d'amortissement que vous aviez pris pour la portion terrain, puisqu'un terrain n'est pas amortissable. Par rapport à ça, on vous propose de faire une divulgation volontaire en ce qui concerne là, les revenus que vous avez, les revenus qui sont versés à Marie, puisque si l'Agence de revenus du Canada ou bien même Revenu Québec revient sur ces transactions-là, vous pouvez payer des pénalités et des intérêts. Donc, on vous conseille de faire immédiatement une divulgation volontaire à cet effet-là. Les actions aux enfants. En fait, la situation actuelle, présentement, ce que vous faites, c'est que vous achetez des actions de compagnies publiques telles que la Banque Royale du Canada à vos enfants pour leur permettre, évidemment, d'avoir un certain aperçu là, de gestion de budget et tout ça. C'est très simple. L'idée derrière tout ça, cependant, au niveau fiscal, il faut faire vraiment attention puisqu'il y a certaines règles d'attribution pour les revenus de dividendes aux enfants mineurs, communément appelée la kiddie tax. Donc, il faut faire attention par rapport à ça. Les impacts que ça va avoir sur les transactions que vous avez effectuées, c'est que l'imposition de vos enfants, en fait, elle va être au palier le plus haut, donc pas de fractionnement de revenus encore une fois, et puis certains crédits ne seront pas possibles d'être pris à cet effet-là, évidemment, sauf le crédit pour les dividendes, mais c'est ça, vos enfants vont avoir pas mal d'impôts à payer à ce niveau-là, donc on ne conseille pas cette stratégie-là. Donc, un autre élément qui vous posait, en fait, que vous vous demandiez qu'est-ce que vous pourriez faire, est le transfert de l'entreprise à vos enfants. Comme on l'a vu, vos enfants sont vraiment importants pour vous, les valeurs familiales sont importantes. Donc, vous voulez intégrer au maximum vos enfants, mais vous avez aussi l'intention d'intégrer un employé clé, soit Jean. Donc, présentement, vous êtes l'unique actionnaire de la société. Puis, en fait, vous avez établi une juste valeur marchande de 2,5 millions de dollars pour la société. C'est un élément qui va être quand même questionnable puisque, on le sait, étant donné que la transaction va impliquer des parties liées, soit votre enfant, Charlotte, il pourrait y avoir certaines réglementations qui pourraient s'appliquer par rapport à ça. Donc, c'est vraiment important que la transaction soit faite à la juste valeur marchande. C'est pourquoi on vous propose, éventuellement, lorsque la transaction va être effectuée, est-ce que tu peux changer la petite? Lorsque la transaction va être effectuée, c'est revoir la juste valeur marchande pour s'assurer que le montant est exact. Un autre élément à tenir compte, bon, c'est sûr, le fait que Charlotte désire faire partie. Donc, c'est pour cette raison-là qu'on vous propose ici une nouvelle structure, soit un gel successoral. Vous nous avez mentionné, Charlotte n'a pas vraiment de fonds présentement pour acquérir de nouvelles actions. Puis, en fait, au niveau de Jean, on ne sait pas actuellement quels sont ses moyens. Donc, on a pris en considération que lui non plus n'avait pas nécessairement les moyens d'acheter pour 2,5 millions d'actions. Donc, s'il te plaît, changer de diapo. Donc, comme je vous ai dit, la JVM va devoir être revue. Mais il y a aussi un autre élément qui va devoir être analysé, c'est le respect des conditions pour l'exonération pour gain en capital. Vous nous avez mentionné connaître cet élément-là. Votre père a eu droit à cette exonération-là quand il a vendu ses propres actions à vous-même. Donc, c'est sûr qu'à ce niveau-là, bon, présentement, il y a une condition à respecter, soit que 90% des actifs, doivent être utilisés activement dans l'entreprise. Présentement, selon nos calculs préliminaires, avec une juste valeur marchande de 2,5 millions, environ 89,6% des actifs sont utilisés activement. Donc, c'est sûr, vous nous dites, bon, on est quand même très près du 90%, mais la loi, vous l'avez vu, en fait, Revenu Canada est déjà venu regarder vos comptes, donc c'est sûr, ça va être important de respecter ce critère-là à 90%. Donc, ce qu'on vous propose, c'est de liquider votre placement temporaire et de rembourser des dettes. De cette façon-là, vous allez vous assurer de respecter cette condition-là et donc d'avoir droit à l'exonération. Et puis, en fait, la nouvelle transaction qu'on vous propose, soit le gel successoral, va vous permettre de cristalliser l'exonération. Donc, c'est sûr, vous nous dites, bon, éventuellement, je vais peut-être vouloir vendre des actions plus tard, mais comme on ne sait pas, en fait, dans l'avenir, si votre entreprise va respecter les conditions, c'est vraiment intéressant de cristalliser l'exonération, vous vous assurez d'utiliser le 750 000 $ en entier, donc ce qui représente des bonnes économies d'impôts à ce niveau-là. Donc, voici les étapes de la transaction. Donc, tout d'abord, ça serait un remaniement de capital. Qu'est-ce que ça signifie? On annulerait toutes les actions ordinaires que vous possédez présentement pour émettre des actions privilégiées. Par la suite, on créerait une fiducie.
La fiducie, en fait, tous vos enfants seraient bénéficiaires, en plus de votre femme, mari, et de vous-même. Pourquoi on opte pour la fiducie? En fait, vous nous avez mentionné que, bon, présentement, on sait que vos enfants sont jeunes. On ne sait pas s'ils veulent nécessairement plus tard être eux aussi impliqués dans la société. Donc, en créant une fiducie, on s'assure que présentement, ils peuvent profiter de la société. Puis, éventuellement, on va pouvoir transférer certaines actions pour eux, puis les impliquer de plus en plus dans la société. Par contre, juste un élément à tenir compte, un peu comme mon collègue l'a mentionné, dans ce cas-ci aussi, la kiddie tax, comme en fait les règles d'attribution par rapport aux dividendes pour des enfants mineurs, serait applicable pour Martin et Alexis. Donc, c'est vraiment important que si vous leur attribuez des revenus, que Martin et Alexis, là, on ne leur attribue pas de dividendes. Ensuite, on émettrait des nouvelles actions. Les nouvelles actions seraient émises soit à Charlotte, à Jean, puis à Robert. On lui mettrait aussi certaines actions de contrôle, puisque vous ne nous avez pas mentionné en fait que vous voulez vous retirer complètement de l'entreprise. En fait, vous voulez plutôt leur léguer tranquillement le contrôle pour qu'ils puissent commencer à prendre place dans l'entreprise. Donc, de cette façon-là, on s'assure de garder un pied dans l'entreprise, de garder un contrôle, puis aussi de s'assurer qu'éventuellement, on reçoit l'argent. Bon. Au niveau de la prochaine série rencontre, on pourra aussi d'aller pousser un peu plus les points suivants sur la planification financière personnelle, au niveau de la retraite, au niveau de la succession. Si on regarde vite, juste ici, au niveau de votre bilan personnel, voici ce que vous possédez. Ce qu'on veut vous présenter ici, c'est d'essayer de voir avec vous, ou quand on peut voir avec vous, c'est si votre situation vous permettra de vivre ou de pouvoir profiter selon vos besoins de tous vos actifs. Au niveau des questions, on sera disponible pour y répondre. Je vais commencer. Dans l'immeuble, vous avez capitalisé les fenêtres. Pour quelle raison? Moi, je veux dire, j'aimerais ça les passer au courant, ça me fait une dépense fiscale, puis ça me permet de réduire mon revenu locatif. Je veux savoir, y a-t-il des raisons pourquoi vous avez capitalisé plutôt que de passer ça au courant? Ben, en fait, la grande différence qu'il faut remarquer à ce niveau-là, c'est une dépense en capital, c'est quand même une dépense qui a une valeur, qui ajoute une valeur ajoutée à l'immeuble, en fait, qui va venir augmenter sa valeur, qui va augmenter sa prise de valeur, une dépense d'exploitation. On va venir parler, supposons, de la peinture seulement pour remettre à niveau l'immeuble ou quoi que ce soit, une dépense qui est de nature plutôt courante. Donc les fenêtres, c'est une dépense qu'on va prendre aux 15 ans, aux 20 ans, aux 30 ans, dépendamment de la qualité de la fenêtre. Donc à ce moment-là, c'est vraiment de base une dépense en capital. Puis au revenu locatif, bon, là ça a l'air que je vais me faire imposer sur les revenus de ma femme. Fait que là, je me demandais, avez-vous une solution quelconque à me proposer pour que justement ça puisse fonctionner à l'avenir? Pour que ça puisse fonctionner à l'avenir, bien évidemment, il y a certaines planifications qu'on pourrait effectuer de plus agressives vers moins agressives. Pour l'instant, vous avez acheté en fait l'immeuble, donc là, pas la taxe, mais les règles d'attribution s'appliquent avec votre femme. Cependant, ce que vous pourriez faire, c'est vous pourriez lui faire un prêt à votre femme avec un taux d'intérêt, donc pour gagner du revenu. Donc un prêt avec un taux d'intérêt. Elle achète sa partie de l'immeuble et puis elle vous rembourse graduellement. Donc ça, c'est ce qui pourrait être fait. Mais pour l'instant, les règles d'attribution s'appliquent. Et puis le prêt, ça pourrait être une option envisageable. Moi, j'ai une question à la maison. Je paye un gros taux d'intérêt sur mon hypothèque, sur ma maison. Puis je me suis comme fait dire comme ça que mes intérêts n'étaient pas déductibles sur ma maison. Fait que là, je me demande, y a-t-il quelque chose que je peux faire? Parce que 5,8 %, c'est beaucoup. Oui, bien en fait, on y avait pensé, on n'a pas eu le temps de le mentionner, mais ce qui est intéressant, là, il est probablement trop tard pour faire un arrêt singleton, comme on appelle un petit peu dans le milieu. En fait, ce qui pourrait être intéressant à ce niveau-là, c'est ça, c'est que pouvoir la transaction d'avance, en fait, ce qui aurait été intéressant, c'est de prendre les liquidités que vous aviez pour acheter votre maison et puis emprunter de la banque pour financer l'achat de votre entreprise. De cette façon-là, vous auriez pu déduire vos intérêts pour le financement de votre entreprise. Et puis, ça aurait été vraiment intéressant là, de prendre la déduction. Mais là, étant donné que vous avez déjà remboursé votre père à ce niveau-là et puis que vous avez contracté un prêt pour votre maison, un prêt hypothécaire, bien là, c'est impossible puisque ce n'est pas une dépense qui est faite vraiment dans le but de gagner du revenu. Donc, on ne peut pas déduire les intérêts. Par rapport à l'arrêt singleton, supposons de retirer de l'argent de l'entreprise pour
rembourser l'achat de votre maison et puis rembourser le prêt à votre entreprise. On ne vous l'a pas proposé parce qu'on ne veut pas s'engager dans ce type de transaction-là qui pourrait rendre complexe un petit peu avec les règles au niveau des prêts aux actionnaires, la règle des deux bilans et tout ça. Mais c'est une possibilité qu'on pourrait quand même envisager puisque la jurisprudence a déjà accepté ce type de transaction-là, même bien que les faits ne soient pas les mêmes, puisqu'on était dans une compagnie, en fait, dans une société en nom collectif, et là on est dans une entreprise privée. Donc, bien que les faits ne sont pas les mêmes, on pourrait quand même essayer de s'aventurer à ce niveau. Vous avez parlé de cristallisation. Moi, mes plans, c'est de céder l'entreprise à ma fille et ou à mes 2 autres fils, là. Est-ce que je peux avoir des problèmes spécifiquement pour monnayer là, cette DGSE-là qu'on a cristallisée dans mes actions? Ok. Je peux peut-être clarifier la question. On veut savoir de monétariser ce 750 000 $-là. Je comprends bien? Oui. Donc, qu'est-ce qu'on expliquait, c'est que cette cristallisation-là, présentement, on ne peut pas. Si on purifie, on va pouvoir la mettre, justement, qui va faire augmenter justement le coût de vos actions qui sont là. Donc, vos actions vont pouvoir augmenter de 750 000 $-là. Donc, est-ce que dans le cas d'une transaction avec ma fille, ce coût-là demeurerait le même? Oui, en fait, si vous avez cristallisé l'exonération du gain en capital, on vient seulement augmenter le PBR. Supposons qu'on est en 2014, donc de 800 000 $, et puis, de 800 000 $, ou bien 400 000 $, après impôt, 50%. Bref, mais on vient seulement augmenter le PBR, donc à ce moment-là, la cristallisation est faite. Peu importe, c'est ça, peu importe ce qui se passe dans le futur, en fait, on va faire le prix de vente moins le coût moins le PBR, en fait, puis cet argent-là est dans vos poches, directement. Merci. On réduit le gain en capital. Une petite question. Vous m'avez parlé d'obligations volontaires pour les immeubles, tout ça. Mettons, pour l'année passée, il faut vraiment que je fasse une obligation volontaire? Bien, vous n'êtes pas obligé, en fait, probablement, si l'ARC...